Toumi, vous êtes là pour nous porter l'œil de la rédaction et justement nous revenons un peu sur la question des journalistes au Cameroun et on sait combien d'ici, ça fait là quelques moments, certains journalistes ont passé par certaines situations. Alors on se pose la question, est-ce que les journalistes sont libres dans leur fonction, dans leur façon de voir le métier d'exercer? Alors il faut dire que c'est une question pertinente que vous posez ce matin. Le temps n'a pas véritablement contribué à ce que les journalistes puissent se sentir dans leur peau, dans leurs coutumes, dans leurs us, en termes de pratique du métier. Quand je parle du temps, je fais allusion au temps politique. Vous savez que 2018 est une année électorale au Cameroun. Le 7 octobre, on était aux urnes et dès le 8 octobre, il y avait cette déclaration du candidat Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui disait avoir marqué son but. Depuis cette période, il y a une sorte de manifestation permanente sur le territoire camerounais. La toile qui s'est enflammée, il y a eu ce phénomène qui n'est pas très laudateur, c'est le tribalisme qui a enflammé également les réseaux sociaux. Et donc, les journalistes se sont retrouvés sur tous les terrains en un temps record. Ils ont dû déployer d'importants moyens, tant financiers qu'humains que matériels, parce que désormais, il fallait même, dans certaines rédactions, vous avez vu le cas de la rédaction centrale d'ABK TV, nous avons créé tout un pôle de suivi du digital, tout ce qui se passe sur le digital. Et vous avez compris qu'il fallait être présent sur le terrain de l'actualité, sur tous les théâtres d'opération. Surtout que pendant cette période électorale, on a relégué au calendrier grec la crise anglophone, qui était pourtant une question assez cruciale, qui est restée en suspens. Mettre de côté la crise anglophone était quelque chose d'extrêmement risqué. Il y a eu cette consigne tout de même qui était de ne pas trop en faire. Il fallait tout naturellement accorder la part belle au temps politique. Maintenant, on se retrouve dès le lendemain de la chose politique à plusieurs phénomènes. D'abord, l'abstention qui a été énorme parce que si Elekam fait savoir qu'on a eu un peu plus de 6 millions d'inscrits, que 3 millions de personnes seulement sont allées aux urnes et que parmi même les 3 millions de personnes qui sont allées aux urnes, il y a plus d'1 million de personnes qui ont eu des bulletins nuls, des bulletins blancs et tout le reste. Cela ne participe pas de la sérénité. Et donc, le journaliste, dans son travail quotidien, devrait enquêter, devrait être sur le terrain, devrait investiguer. C'est ce qui a conduit les journalistes, toutes les rédactions centrales, à se mobiliser, à envoyer les équipes sur le terrain. Et immédiatement, il s'est passé que ici à Douala, avec la marche de l'honorable Jean-Michel Mithieu, qui est député SDF du Social Democratic Front, il est le président de la coordination départementale, de la coordination régionale du SDF pour le littoral. Il a organisé une manifestation publique à Dakar. Cette manifestation devait partir du rond-point Dakar pour Ndokoti en passant par le rond-point CCC. Et au cours de cette manifestation, les militants et les sympathisants devaient chanter l'hymne national et crier un non au hold-up électoral. Il se passe que la journaliste Josiane Kouague, notre consoeur, qui est allée couvrir cet événement en tant que correspondante de Le Quotidien Le Monde et de Reuters au Cameroun, a immédiatement été interpellée. Elle a été interpellée et comme elle avait en sa possession des médicaments, lorsqu'on l'amène au niveau de la police judiciaire, on assimile ces médicaments à de la drogue. Et il faut l'intervention des confrères qui se sont immédiatement mobilisés pour dire, mais vraiment, même quand on veut dire des choses, il faut parfois être sincère. C'est-à-dire que même dans l'armée, il y a toute une division de la santé militaire. Vous pouvez prendre n'importe quel médecin militaire ou n'importe quel médecin gendarme, et même à la police, il y a des hôpitaux de police au Cameroun, pour vous rassurer avant de dire que cette journaliste était prise en possession de la drogue. Donc il a fallu cette mobilisation des confrères, cette mobilisation, la corporation tout entière à travers le syndicat national des journalistes du Cameroun. Et tout à l'heure, on va féliciter ce syndicat, je vous dirai pourquoi, pour que la consoeur et son caméraman soient libérés. Mais d'autres journalistes soient là, ont passé la nuit en cellule et ont pu être relaxés le lendemain. Il y a eu énormément de caméras de télévision qui avaient été confisquées. Mais je vais vous dire, pour le cas des caméras de télévision, il faudrait faire attention. On parle d'un matériel de production qui coûte essentiellement cher. Savez-vous qu'il y a des caméras de télévision qui coûtent jusqu'à 100 millions de francs CFA. Et lorsqu'un promoteur de chaîne de télévision prend sur lui de retirer 100 millions de francs CFA, 80 millions de francs CFA pour offrir à sa rédaction une caméra
qui devrait permettre aux Camerounais d'être au parfum de l'actualité où que le danger se trouve, parce que le journaliste n'a pas de vie. Lorsqu'une prison est en feu, la prison centrale de Niobel était en feu il y a quelque temps, les marchés sont constamment en feu, et ce, dans la nuit. Le matin, vous avez les images sur vos antennes. Elles sortent d'où? Ce ne sont pas des images sorties de nulle part, ce sont des images qui ont été filmées par des caméras de télévision. Donc, tout un déploiement qui est fait par la presse, tout un déploiement qui est fait par les journalistes, et que des commissaires de police, que des commandants de brigades de gendarmerie peuvent se permettre le zèle, le toupet de balayer ça d'un revers de la main, et plus grave encore, le soir, d'aller s'asseoir devant le petit canapé pour regarder les informations à la télévision. Quelles sont les informations que vous allez rechercher à la télévision le soir, alors que vous, en journée, vous avez confisqué une caméra de télévision, vous avez mis en cellule un gendarme. Maintenant, parlons du mode opératoire. Parlons de Armand Okol, qui est journaliste et aujourd'hui communicant politique engagé dans le mouvement 11 millions d'inscrits. Est-ce que ce que vivent les journalistes à l'heure actuelle, c'est l'interpellation ou le kidnapping? La question se pose pourquoi? Parce que dans le cadre d'une interpellation, le législateur a prévu ce qui devrait encadrer une interpellation. Vous voyez, dans le cadre d'une interpellation, on décline son identité et on vous dit le motif pour lequel on vous interpelle. Mais le cas d'Armand Okol, qui a été cagoulé immédiatement, brutalisé et emmené dans des locaux qu'il ne pouvait pas reconnaître parce qu'il était cagoulé, et relaxé au bout de 2 ou 3 heures sous la pression de Cabral Libi, n'a pas véritablement participé à l'émulation de la presse, à la manifestation, la démocratie et surtout de la liberté d'expression, une liberté chère à la constitution camerounaise. Souvenez-vous que dès 1990, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a, sous la pression de la rue, sous la pression d'une jeunesse qui en avait marre, a décidé d'admettre que le vent de l'Est secoue le Cameroun, et ce vent de l'Est, c'était le vent des libertés, c'était le vent de la démocratie, liberté en termes collectifs, liberté en termes individuels, et la presse avait la part belle avec le droit du public à l'information, qui est un droit qui prime sur tout. On a le cas de Joseph Olingandoa, notre confrère du quotidien Le Messager, qui s'en va au terme d'une journée chargée à Bafoussam avec certains confrères. Il va prendre un pot dans un cabaret. Et une autorité administrative de la ville de Bafoussam entre dans ce cabaret accompagné de gendarmes et demande d'arrêter la musique et ordonne à tout le monde de libérer les lieux. Et Joseph Olingandoa, qui se dit que ce sont mes amis, ce sont les administratifs et la presse, nous travaillons de concert, c'est eux très souvent nos sources d'information. Il se lève, il va, il salue, il pose la question à celui qui à ce moment-là est comme le chef terre, mais qui n'est pas le sous-préfet. Il faut apporter cette nuance. Il lui demande ce qui peut motiver une telle décision. Il le demande en tant que journaliste. Parce que s'il y a un fait grave, naturellement, il faut rapidement retourner avec les collègues dans les rédactions pour porter cela à l'attention du public camerounais. Mais on ne lui répond pas, on ordonne plutôt qu'il soit molesté, tabassé, traîné à même le sol de l'intérieur jusqu'à l'extérieur et mis dans une camionnette de gendarmerie. Il est immédiatement mis en cellule. Regardez cette violation grave, cette atteinte à la dignité de la personne humaine, parce que la loi au Cameroun est claire. On ne met pas un blessé en cellule. Lorsque vous êtes blessé, vous allez dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie, même pour déposer une plainte, on ne vous reçoit pas. On ne vous reçoit pas lorsque votre sang coule. On vous dit immédiatement, s'il vous plaît, faites-vous d'abord soigner. On peut vous donner le conseil de vous faire filmer, parce que ces photos vont servir de preuve, et aussi le certificat médical qui va accompagner. D'accord? Mais on est allé mettre Joseph Olinga. Lorsque le SNGC est au courant, le président Denis Nkwebo ordonne immédiatement une mobilisation totale de tous les journalistes de la région de l'Ouest à Bafoussam, et les administratifs étant mis au parfum de ce qui se prépare dans la ville de Bafoussam, décident de convoquer les journalistes pour un arrangement à l'amiable. Ils expliquent que Joseph Olinga a manqué de respect aux administratifs, qu'il a même versé de l'eau sur certains d'entre eux, et tous les témoins se posent la question, à quel moment l'a-t-il fait?
On sait ce que c'est que le gouvernement camerounais et surtout la police camerounaise et la gendarmerie, lorsqu'il faut créer des motifs, il y a toujours un gendarme qui va retirer et qui va déchirer son épaulette et qui va vous attribuer cette responsabilité. Il y a toujours une jeune policière qui va retirer ses lunettes cassées avec sa randiesse et qui va vous attribuer la responsabilité. Tout le monde a posé la question à quel moment. Maintenant, quand on dit nous sommes d'accord pour un procès, mais relaxer, le collègue Joseph Olinga, ils disent qu'ils vont le faire, mais ils demandent la permission de penser d'abord ses blessures. Et ils supplient les journalistes de ne faire aucune prise de vue. D'ailleurs, ils interdisent les prises de vue. Donc, les confrères qui sont restés attendre devant cette brigade de gendarmerie n'ont pas pu voir Joseph parce qu'il était dans un sale état. Il était dans un très mauvais état. Il a fallu donc que par derrière, on lui administre des soins pour que le lendemain, c'est-à-dire hier, lundi, qu'il recouvre sa liberté. Donc, un autre cas partant d'une violation des droits d'un journaliste et qui partait simplement recouper une information. Alors, si je descends là maintenant, je trouve qu'une route est barrée et qu'il y a des militaires, je vais aller vers ces militaires, je vais les saluer, je vais leur poser la question de savoir, s'il vous plaît, de quoi participe ce déploiement militaire. Ils peuvent me dire, rapproche-toi de la hiérarchie. Ils peuvent me dire, rapproche-toi du plus gradé. Ils peuvent me dire, rapproche-toi de X ou de Y. Toujours est-il que celui vers qui ils vont m'envoyer, ce sera pour aller recouper l'information. Mais ils ne le font pas. Ils pensent que la meilleure manière d'aider les journalistes, c'est ce cas. On a le cas de Mimi Mefou, justement, notre consoeur d'Equinox Télévision et Radio, qui vient de lancer un site d'information sur le digital. Elle aussi, elle a investi le digital. Mimi Mefou qui a été convoqué, et on a Ansen Chanding qui est ancien également de cette chaîne de télévision que j'ai citée tout à l'heure, qui fait comprendre que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ses téléphones sont sur écoute et il est toujours filé par des hommes en tenue. Partout où il va, il trouve toujours des hommes en tenue qui le filent. Pourquoi? Sur des faits qui relèvent de la crise anglophone. Je vous ai dit à l'entame de mon propos ici, souvenez-vous, que le cas spécifique de la crise anglophone avait été relayé au second rang par les médias. On a accordé la part belle au temps politique, à la campagne électorale, au processus électoral et au contentieux, au règlement du contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel. Pendant ce temps, la zone anglophone était en train de bouillir. Ça n'allait pas dans la zone anglophone. Des journalistes comme Mimi Mefou ont eu le cran, ont eu l'humilité, ont eu la modestie et surtout ont eu l'intégrité professionnelle de ne pas reléguer cette information au second rang, au calendrier grec. Parce que c'était tout autant capital que la campagne électorale. C'était même plus capital que la campagne électorale. Et donc Mimi Mefou a traité l'information relative à la crise anglophone. Alors, il ressort que la gendarmerie nationale, à travers la Légion de gendarmerie du littoral, la poursuit aujourd'hui pour des faits qui relèvent de la cybercriminalité et de l'apologie du terrorisme et de la propagation de fausses nouvelles. Seulement, Mimi Mefou immédiatement a reçu, comment on va dire, la sympathie du public camerounais et des acteurs politiques. Il y a Edith Kabanwala, qui a été la première, c'est la présidente nationale du CPP, le Cameroun People's Party, qui a fait toute une sortie fleuve pour rappeler à toutes les femmes du Cameroun qui est Mimi Mefou. C'est la seule femme journaliste à s'être rendue sur le théâtre des opérations. C'est la seule femme... Alors on veut comprendre, qu'est-ce qui explique justement cet acharnement contre les journalistes de la part des hommes en tenue, de la part des hommes hautement placés? La réponse, elle est là. C'est que le gouvernement camerounais a la seule... à la différence, j'allais dire, des autres gouvernements, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Gabon, et même comme la Guinée équatoriale, qui est pourtant un régime que nous qualifions tout le temps de dictatorial. Le gouvernement camerounais n'a pas toujours réussi, n'a pas toujours pensé à mettre à la disposition de la presse un vase dans lequel il faudra puiser des informations. Est-ce que le gouvernement a peur de la presse? Le gouvernement n'a pas peur de la presse, mais le gouvernement a craint les informations relayées à travers la presse. Parce que le gouvernement, si le gouvernement camerounais, à travers une agence, comme cela se doit, avait
regardez le cas de la crise anglophone. Est-ce que vous savez que l'armée devrait être une armée qui communique, comme la France? Tout ce qui se passe en Centrafrique, lorsqu'un gars de la MINUSCA viole une fille de 14 ans, est-ce que vous n'avez pas l'info? Vous avez l'info. Il y a des informations qui peuvent être classées secret défense. Mais il se passe que, à la différence des pays développés, le Cameroun a laissé même son armée tout faire. Or, une armée peut tout faire. L'armée camerounaise ne commet pas les exactions plus que l'armée américaine. L'armée américaine commet les exactions plus que n'importe quelle armée au monde. Mais pourquoi est-ce que l'armée américaine a toujours le sentiment d'être protégée? C'est parce qu'au sein de l'armée américaine, on a été immédiatement intelligent dès le début et on a pensé à sauvegarder les intérêts et l'image de l'armée. Un militaire américain ne se retrouve pas sur un théâtre d'opération avec un téléphone Android. C'est impossible. Fut-il cadre, colonel ou n'importe quoi, c'est impossible. Au Cameroun, vous avez un jeune gars qui se couche sur son lit en brousse, sur un front de guerre, qui fait un live, un selfie et qui envoie à sa famille. Ce n'est pas possible. Et vous n'allez pas accuser les journalistes de relayer des informations. C'est d'abord les militaires, c'est d'abord les gendarmes, c'est d'abord les policiers. C'est eux qui ne doivent pas utiliser des téléphones Android. Pourquoi? Lorsque on montre des militaires qui piétinent les jeunes Camerounais en disant ce sont des sécessionnistes. Un, nous n'avons pas la preuve que ce sont des sécessionnistes. Voilà. C'est eux qui ont la preuve. Deux, lorsque quelques minutes après, vous avez l'image de ce gars que l'armée piétinait qui est mort. Le gars est mort. Ça participe de ce qu'on appelle crime de guerre. À ce moment, si moi, Tchoumi Auréole, en tant que journaliste et patron actuellement par intérim d'une rédaction, je fais diffuser ça sur mes antennes, vous allez m'accuser d'apologie du terrorisme, que l'armée camerounaise vient de commettre un crime. Vous allez dire que je suis antipatriote, mais il y a eu crime. Je relais une information que vous avez mis déjà sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez mis l'information. Par contre, si l'armée m'envoie les images, d'accord, en tant que source de l'information, je devrais me souvenir de ce que je ne suis pas obligé de tout diffuser. Je ne suis pas obligé de tout mettre à la disposition du public. Je devrais me poser la question cruciale, quel est l'intérêt? C'est une question qui doit toujours revenir dans le traitement d'une information. Quel est l'intérêt de diffuser cette information? Lorsqu'il n'y a pas d'intérêt, lorsque cette information peut nuire à la stabilité tout entière du pays, je me réserve le droit de ne pas la diffuser. J'assume l'entière responsabilité. Vous comprenez? Mais si je prends l'information déjà sur les réseaux sociaux, pourquoi je ne diffuse pas? Puisque c'est déjà public. Et que qui a mis sur les réseaux sociaux? C'est un militaire, c'est un gendarme, c'est un policier. Non. L'armée doit encadrer ses forces sur le terrain. Et les gars sur le terrain doivent utiliser des téléphones satellitaires. À défaut de ça, ce que nous on appelle les Samsung Bamoun. Je ne fais pas de publicité. C'est-à-dire les toc-toc. Les petits téléphones. Les petits téléphones. Voilà. Les gars doivent utiliser des petits téléphones. Mais les gars ne doivent même pas les utiliser parce qu'en réalité, lorsqu'un militaire quitte sa famille pour aller au front de guerre, il doit être psychologiquement entièrement à la disposition de la République. Vous comprenez? C'est ce que les Américains font. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. On a des frères dans l'armée américaine. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui vont aux États-Unis. Vous savez que c'est jusqu'à 39 ans pour les immigrés. Vous savez, même lorsque vous avez fait, la prison, vous allez en France, il y a ce qu'on appelle la Légion d'honneur étrangère. Vous pouvez entrer dans la Légion d'honneur étrangère et devenir un soldat. Donc il faudrait que le gouvernement camerounais mette à la disposition de la presse une source fiable de collecte de l'information et il reviendra à chaque presse de collecter cette information. De recouper, j'allais dire, cette information à travers maintenant d'autres sources. C'est-à-dire que si l'armée vous dit par exemple que ce matin, nous avons trouvé une cache d'armes des sécessionnistes, c'était à Batibo, il vous revient, l'armée vous a déjà donné l'info. Nous allons relayer cette information qui vient de notre armée, que nous qualifions de républicaine. Et il nous faudra donc de leur prendre la responsabilité de recouper l'information. À ce moment, le journaliste ne sera pas vu comme un antipatriote, le journaliste ne sera pas vu comme un subversif, le journaliste ne sera pas vu comme... Permettez-nous de prendre quelqu'un au téléphone. Bonjour. Bonjour.
Vous allez bien? Bien, super bien. Alors, comment je vous appelle? Moïse Kwam. Moïse Bafoussam. Kwam, appel de quel quartier ce matin? Bafoussam. De Bafoussam. D'accord, allez-y, vous êtes à l'antenne. Ouais. Par rapport à la thématique, pensez-vous que les journalistes sont encore libres d'exercer leurs fonctions? C'est juste observer qu'au vu de ce qui se passe dans la dernière actualité, on peut dire que les journalistes ne sont pas vraiment libres d'exercer leurs fonctions parce que une des dernières actualités qui émane de la ville de Louis, c'est l'un de vos confrères qui a été molesté simplement pour avoir osé poser une question, à savoir pourquoi est-ce qu'un établissement, de boîte de nuit serait sorti avant même l'heure. Hein? Une question comme celle qu'une autorité a pris sur elle, n'est-ce pas, de molester un journaliste qui, en bon droit, avant même d'être journaliste, est citoyen et qui, en bon droit, était dans tous ses droits de poser cette question. Est-ce que, parce qu'un citoyen a posé une question, il mérite un traitement inhumain? À ça, on va dire non. Maintenant, si on va doubler à ça la casquette de journaliste, le journaliste, quand même, fut-il connu, c'est une personne respectée et respectable au vu de son rôle avant-gardiste dans la société. On peut encore multiplier d'autres exemples comme ça. Si les journalistes ne peuvent pas aller sur le terrain par rapport à un événement, couvrir l'événement et rendre fidèlement compte qu'il y a entrave, il y a entorse au devoir du journaliste parce qu'il a le devoir d'informer en temps réel ce qui se passe. On peut remonter aux événements de la marche qui avait été prévue le mois d'octobre passé. Une journaliste a été interpellée parce qu'elle était en train de couvrir un événement. Le journaliste n'a-t-il plus le droit de couvrir un événement, fût-il une marche pacifique qui est reconnue par notre constitution? Au vu de tout ça, on peut aisément dire que dans notre pays, qui est le Cameroun, le journaliste n'exerce plus ses fonctions. On l'empêche même d'exercer ses fonctions. Soit les personnes qui sont en charge d'exercer ou bien d'appliquer l'autorité gouvernementale ont perdu le nord, soit alors on n'est plus dans un état de droit. On ose encore croire que nous sommes dans un état de droit en attendant que la pendule soit remise à l'heure pour des exactions commises envers les journalistes ces derniers temps. Merci. Ok, merci l'ami de Bafoussam qui revenait sur le fait que les journalistes ne sont pas libres d'exercer au Cameroun. Nous en parlions déjà tout à l'heure. Alors, est-ce que les journalistes n'ont pas une part de responsabilité dans ce traitement qui est observé aujourd'hui? Oui, les journalistes ont une part de responsabilité. Dédouaner totalement la presse serait faire montre de mauvaise foi. Vous le dites si bien. Les journalistes ont une part de responsabilité. Il faut déjà que les journalistes, la plupart des médias aujourd'hui sont en train d'éteindre les conférences de rédaction et de prioriser les conférences de rédaction via WhatsApp. C'est une mauvaise pratique. La conférence de rédaction, c'est le lieu où on dégage les angles de traitement d'une information et où on responsabilise chaque journaliste sur la posture qu'il devrait prendre par rapport. Or, aujourd'hui, on a des journalistes assez partisans de certaines informations. On a des journalistes assez partisans de certains clans. Alors, on va repartir au téléphone. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle M. Christophe Akam. Vous appelez d'où? Je m'appelle de l'extrême nord. L'extrême nord, d'accord. Allez-y, vous êtes en direct. Hein? Vous êtes en direct, allez-y. On vous écoute. Oui, j'appelle par rapport à la thématique qui s'affiche à mon écran là. Oui, oui, allez-y. Non, en réalité. En réalité? Ah, il est parti alors qu'on l'a entendu juste à peine. Alors, Auriol, c'est vrai que nous parlons de la responsabilité des journalistes aussi dans ce qui est observé aujourd'hui. Il faut que les journalistes apprennent à prendre une distance avec les politiques. Vous avez Alexandre Dimeli, qui est à l'université de Tchang, qui a commis un ouvrage « Médias et politique, les dynamiques de déconstruction démocratique ». Vous n'allez pas vous accommoder. Soit vous êtes communicant politique, soit vous êtes journaliste. Je peux être militant d'un parti politique, le RDPC, le mouvement de Cabral, 11 millions, le MRC, n'importe lequel. Mais lorsque j'entre dans ma rédaction, je deviens journaliste. Et je dois me départir de cette casquette de militant. Donc être subjectif. Être objectif, le plus objectif possible. Le plus objectif possible. Voilà. Or, les journalistes ont presque, je vais exagérer en disant presque tous les journalistes ont davantage cette casquette de militant
Et ils ont un militantisme journalistique qui est en train de se développer et qui voudrait que si tu es pro-Bia, tu deviens l'ennemi des journalistes pro-Camto, Oui. tu deviens l'ennemi des journalistes pro-Matomba, ils se déchirent. Vous voyez les journalistes se déchirer, surtout les journalistes qui sont sortis des rédactions pour aller être communicants politiques. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que si vous décidez, comme Paul Maël par exemple, vous prenez la responsabilité de partir en communication politique, vous assumez la responsabilité. Maintenant, vous ne devenez pas l'ennemi de ceux qui ne pensent pas comme Matomba, vous ne devenez pas l'ennemi de ceux qui ne pensent pas comme Cabral, vous ne devenez pas l'ennemi de ceux qui soutiennent Maurice Kamto. Vous devez à chaque fois rechercher un traitement objectif et neutre. Maintenant, il faut éviter également d'être ami avec tout le monde. Être ami avec le gouverneur, être ami avec le préfet, être ami parce que ce sont ces amitiés qui créent des messes de minuit. Et ces hommes se retournent très vite. Les administratifs se retournent très vite lorsqu'ils constatent que vous retournez contre vous. Vous vous rappelez du coup de tête de Samuel Eto'o fils à Boni Philippe. Ça provenait de quoi? Samuel Eto'o a dit, mais Boni, même toi Boni, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Boni était le chouchou de Samuel et que Samuel ne s'imaginait pas que si les journalistes doivent boycotter une conférence de presse des liens indomptables, Boni Philippe aussi, même par solidarité de corps, oserait sortir de la salle. Et étant plus fort que Boni Philippe, parce qu'on parle quand même de Samuel Eto'o, quelqu'un qui est physiquement très fort, qui pratique les arts martiaux, il a retourné Boni Philippe et il lui a dit, bon, voici mon petit cadeau de la matinée, un but sur le front de Boni Philippe, qui a été compensé plus tard, je voudrais même qu'il vienne aussi me téter, qui a été compensé plus tard par une RAV4, une belle voiture, je crois que c'était une Mercedes. Donc, il faut éviter d'être l'ami. J'appelle le délégué du gouvernement, le docteur Fritz Tonnet. Je l'appelle. J'appelle le ministre de la Communication, Issa Tiroma. J'appelle le ministre de la Défense. Mais je ne suis pas leur ami. C'est dans le cadre professionnel. C'est dans le cadre professionnel. Lorsque vous devenez leur ami, vous ne pouvez plus traiter l'information comme il se doit. Oui. Et eux, ils doivent mettre à la disposition de la presse des sources d'information. Ils doivent mettre à la disposition de la presse des sources d'information. Et on va sortir rapidement avec le cas de Michel Bientom. Vous avez vu la manière avec laquelle Michel Bientom a été interpellé. Oui. Michel est appelé au téléphone par un colonel de gendarmerie. Et le colonel de gendarmerie lui donne rendez-vous dans un restaurant. Regardez ce type de pratique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ça. Si on veut interpeller un journaliste, il faudrait le faire dans les canons légaux. D'accord? Le législateur a tout prévu. On peut m'interpeller, moi, Tchoumi, au sorti de cette matinale. Mais il faudrait que celui qui vient m'interpeller dispose de tout ce que la réglementation a prévu. À défaut de ça, il n'aura pas, sauf s'il est plus physiquement plus fort que moi, il n'aura pas la capacité de me lever des deux pieds. Donc, il faut aujourd'hui que les administratifs comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la violence et faire ce qu'ils sont en train de faire contribue à rebeller la presse. Lorsque vous aurez rebellé la presse, vous allez rebeller le syndicat national des journalistes du Cameroun. Et si ce syndicat se rebelle, alors toute la République va être mise à mal. Mise à mal comment? Parce que la presse va se retourner contre le régime. Et si la presse se retourne contre le régime, c'est le quatrième pouvoir. Le pouvoir de Yaoundé sera vraiment mis à mal. Donc, il faut que ces gens comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Lorsqu'on arrête les bandits, on les présente à la Légion de gendarmerie. À ce moment, on appelle. On va repartir au téléphone pour sortir de cet échange. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Alors, comment on vous appelle? Je m'appelle monsieur Ndongoja, j'appelle depuis Bafoussam. Depuis Bafoussam, allez-y, monsieur, vous êtes en direct. Oui, je voulais juste faire comprendre que au Cameroun, il ne faut pas concevoir les jeux d'une dictature. Est-ce que vous pouvez augmenter le volume? Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Monsieur, est-ce que vous pouvez parler plus fort? Les lois sont faites pour ne pas être respectées. Ce n'est pas seulement le cas des journalistes, mais c'est le cas pour tout le monde. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, est-ce que vous pouvez parler plus fort? On ne vous entend pas très bien. Allô?
Bref, on l'a du tout pas suivi. Perdu, voilà. Merci beaucoup d'être venu, monsieur Auriol Choumi. C'est un plaisir. Donc, on rappelle que vous serez là la semaine prochaine, de toutes les façons, pour un autre sujet, surtout que vous portez l'œil de la rédaction. Alors, on va vous raccompagner avec une belle chanson. Et ce matin, c'est Benji Mateke, Boulot, c'est boulot. ABK TV, le meilleur de la télé.